Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais qui décrypte également avec vous les actualités du secteur de la gestion de patrimoine tous les jours à 13 h sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les jeudis avec Investir responsable, le rendez-vous ISR de Smart Patrimoine. Nous aurons le plaisir de recevoir Olivier Cassé, gérant ISR Action Europe chez Sycomore AM, avec qui nous aborderons le sujet de la confiance des épargnants dans ce type d'investissement. Ce sera également l'occasion de rebondir sur le dernier baromètre de l'investissement responsable édité par CPR AM. Et ensuite, dans Enjeux patrimoine, nous nous poserons la question de vos placements au sens large pour cette année 2022. Quelles sont les questions à se poser pour gérer efficacement son épargne? Nous en parlerons avec Romain Rivière, directeur adjoint en gestion financière chez Astoria Finance. Mais nous en parlerons également avec Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'épargne et économiste. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti. Quelle confiance dans l'investissement socialement responsable? Voilà la question qui va nous animer aujourd'hui dans Investir responsable, le rendez-vous ISR de Smart Patrimoine. Une question alors que d'un côté la volonté d'investir des entreprises, donc dans des entreprises respectueuses d'un certain nombre de valeurs grandit, mais de l'autre l'incompréhension demeure sur l'utilisation des fonds lorsque l'on investit donc dans des fonds ou dans des solutions d'investissement responsable. Et ça va parfois jusqu'à soulever des interrogations sur les investissements ISR en question qui peuvent être à l'opposé de ce que pouvaient anticiper les épargnants qui ont placé leur argent. Pour en parler et pour comprendre un petit peu cette situation, nous avons le plaisir d'être avec Olivier Cassé, gérant ISR Action Europe chez Sycomore AM. Bonjour Olivier Cassé, vous êtes au téléphone avec nous. Oui, bonjour Nicolas. Alors, une introduction pour poser un petit peu le sujet, notamment cette question de la confiance vis-à-vis donc de l'ISR. Une question de confiance qui est au cœur des enjeux ISR. Alors, je vais commencer par une étude d'un autre acteur du monde financier, CPR AM, qui montre que l'investissement responsable prend de l'ampleur. La confiance est présente, mais la demande d'explication et de transparence est elle aussi de plus en plus présente. On note tout de même une progression. 64% des personnes interrogées placent l'impact extra-financier au même niveau que la performance financière. Est-ce qu'on voit ça plutôt comme une bonne nouvelle quand on fait de l'ISR au quotidien, Olivier Cassé? Oui, alors c'est vrai que de ce baromètre, on peut retenir plusieurs choses et vous le mentionnez. Je pense qu'un des points clés, c'est la confiance grandissante des épargnants et des distributeurs dans les produits ISR. Et ça, on le voit très positivement parce que ça devrait drainer la collecte sur ces produits ISR et avec pour conséquence directe d'arriver à un poids un peu plus important des investisseurs responsables dans le capital des entreprises et donc la possibilité de ces investisseurs responsables de mettre un petit peu plus de pression dans la gouvernance de ces entreprises. Et puis le deuxième point et la deuxième conséquence, c'est que ça va permettre de drainer les financements nécessaires à ces grands projets sociétaux et environnementaux qu'on a tous en tête, du type de la transition énergétique. Alors, ça va dans le bon sens, tout n'est pas parfait encore, et vous le soulignez. C'est vrai que dans ce baromètre, on apprend notamment qu'on a encore un épargnant sur 5 qui ne sait pas ce qu'est un produit ISR et 1 sur 2 qui ne connaît pas bien ce qu'est un investissement dit d'impact. Donc, il y a encore beaucoup de travail, beaucoup de pédagogie à faire. Après, c'est pas totalement anormal au sens où, même si l'ISR existe depuis des décennies, notamment ça provient des États-Unis avec ses fonds de pension et ses fonds de retraite. Son développement, je dirais, plus marqué et un peu plus récent, notamment en Europe et en France, ça date d'il y a 4-5 ans et puis l'offre est en train de se restructurer. Donc on est assez confiant également pour dire que ça devrait aller dans le bon sens et il y a beaucoup de pédagogie à faire et en tout cas, d'ores et déjà, ce qu'on voit, c'est que et la collecte et les encours sont en train de grandir. Ce sont les chiffres de Novetic qui sont mentionnés dans ce baromètre. En l'espace de 2 ans, on a eu un doublement des fonds ISR en France qui sont passés d'un peu plus de 500 à plus de 1100 aujourd'hui et des encours qui ont été multipliés par 4 pour dépasser les 700 milliards d'euros. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de positifs. Après, il y a encore des questions qui sont en suspens. Et vous le soulignez, il y a parfois un manque de transparence et je pense que les épargnants, à juste titre, ont besoin de mieux comprendre leurs investissements, ont besoin d'avoir des indicateurs également
sur les actions concrètes. Sur les indicateurs, Olivier Cassé, donc si je comprends bien, il y a cette notion de déclaration quand on fait un baromètre où là on voit qu'il y a une progression donc, de la demande. Vous le voyez également dans la collecte, c'est ce que je comprends également. En revanche, moi j'aimerais mettre l'accent aussi sur le scepticisme parfois de certains investisseurs vis-à-vis justement de ces indicateurs et notamment des labels. C'est ce qui ressort du baromètre et même de manière plus générale sur l'incompréhension de ce que veut réellement dire un investissement socialement responsable au sens actuel d'un investisseur par rapport à l'attente qu'il peut y avoir du côté des utilisateurs. Est-ce que vous constatez, vous, que parfois, entre l'offre ISR et la demande de l'investisseur, il y a une sorte de dichotomie ou une incompréhension? Oui, vous le dites très bien, c'est un scepticisme de certains investisseurs. Et je pense que là-dessus, on a besoin d'un peu d'humilité, et en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on le voit. Encore une fois, je pense qu'il n'y a pas de vision unique et tranchée, à la fois chez les épargnants, mais également chez les sociétés de gestion, de ce qu'est véritablement l'ISR. Donc, c'est un débat et un long débat, et ce débat, et vous le mentionnez, également présent dans les labels. Hein, si on prend des sujets controversés comme la présence de groupes pétroliers dans des groupes dans les fonds ISR, vous avez certains labels nationaux qui ne vous interdisent pas de le faire, et d'autres, j'ai en tête la Belgique ou l'Autriche, où c'est pas possible de le faire. Donc on voit bien que même, et c'est l'image également du débat actuel sur la taxonomie, et en effet le lobbying de certains États pour inclure dans la taxonomie des sujets comme le gaz ou le nucléaire, et puis là aussi les Allemands, les Autrichiens, les luxembourgeois qui ne le voient pas d'un bon œil. Donc je pense que, encore une fois, il n'y a pas de vision unique et tranchée à la fois chez les épargnants et les sociétés de gestion. Nous, c'est un point clé qu'on met en avant, et ça depuis de nombreuses années, et c'est pas, ça ressort de ce baromètre, mais c'est comme ça qu'on travaille également. Il y a deux sujets importants, c'est les indicateurs, on a commencé à les aborder ensemble, et puis c'est l'engagement. Donc c'est vraiment notre conviction que c'est en étant très très proche des dirigeants d'entreprises cotées, en discutant, en ouvrant le dialogue avec ces dirigeants-là, qu'on peut faire avancer les choses. Et notamment, voilà, on s'est engagé avec, pour vous citer un exemple, avec quelques grands investisseurs français dans le Club 30, qui visent justement à mettre la pression sur les groupes français du SBF 120 pour que leur comité exécutif ou leurs instances dirigeantes soient composées au minimum de 30% de femmes d'ici 2025. Donc en amont même de cette réglementation qui vise à mettre à imposer à un certain niveau en 2027 et en 2030. Donc voilà, encore une fois, il n'y a pas de réponse unique. Par contre, ce qu'il faut, c'est dialoguer avec les entreprises. Je reviens peut-être juste sur le sujet, parce qu'effectivement, en fait, c'est peut-être ça le cœur du sujet. Est-ce que les attentes sont essentiellement tournées vers l'environnement, là où la promesse de l'ISR étant plus large, c'est ce qui viendrait expliquer finalement l'incompréhension entre les deux? Parce qu'on a vu, et d'ailleurs c'est pas que l'environnement, mais on a vu des controverses autour de green bonds, ces obligations vertes qui finançaient des aéroports, donc une incompréhension des investisseurs de l'autre côté de dire tiens mais je vais financer peut-être des aéroports plus respectueux de l'environnement, mais l'activité ne l'est pas. On a vu la controverse autour d'Orpea, qui était bien notée selon les critères ESG, et finalement en fait on se rend compte que derrière, ce côté socialement responsable n'était pas du tout respecté. Vous avez parlé du pétrole. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça aux investisseurs, de dire oui, en fait, il y a un engagement, mais ce n'est pas forcément l'engagement auquel vous vous attendiez? On arrive tout simplement sur des logiques de transparence. Alors, je le citais en introduction, je pense que l'offre, en tout cas chez les sociétés de gestion, c'est bien structuré. Donc aujourd'hui, vous avez vraiment des offres qui sont thématiques et très claires sur des enjeux environnementaux ou sociaux, type des fonds qui visent à investir dans des entreprises qui créent de l'emploi ou qui visent en effet à favoriser l'éducation. Donc je pense qu'aujourd'hui, on a des offres qui se sont bien structurées et qui permettent aux épargnants, aux distributeurs d'aller chercher les fonds qui conviennent et qui sont en ligne avec les convictions et leurs propres convictions. Et puis après, alors c'est un peu fastidieux, mais il faudrait presque aller au cas par cas, aller regarder en effet les prospectus et la documentation financière qui est mise à disposition des épargnants, où là vous retrouvez, et moi j'invite les épargnants à le faire, comme le font certains distributeurs, à regarder concrètement la philosophie de gestion et comment les entreprises et les sociétés de gestion font leur filtre et leur sélection
sur certaines sociétés en portefeuille, même dans des secteurs qui sont controversés. C'est ça, alors on le fait en fait au niveau de chaque société de gestion et non pas de manière globalisée, puisqu'aujourd'hui il n'y a pas de réglementation unique sur ces sujets-là au sein des marchés financiers ou au sein des sociétés de gestion. Oui, vous abordez un sujet clé qui est la réglementation. C'est exactement comme l'offre qui se restructure aujourd'hui chez les asset managers. La réglementation est en train d'arriver. Donc ça commence dès cette année avec la réglementation européenne SFDR qui vise justement au fond aux sociétés de gestion d'être beaucoup plus transparentes et de mentionner, on le disait, certains indicateurs qui visent à démontrer la contribution des entreprises à ces enjeux sociaux et sociétaux. Et ça va se poursuivre avec la réglementation et la directive européenne CSRD, et là qui va aussi imposer aux émetteurs, aux entreprises cotées, de publier certains indicateurs. Parce que c'est vrai que nous, côté Sycomore Asset Management, nous sommes très très proches des entreprises et on arrive à avoir certaines informations de la part des entreprises, mais je dirais que la publication d'indicateurs qui sont clés pour faire la sélection n'est pas encore standardisée. Et c'est pour ça que nous, depuis quelques années, on a développé notamment 2 grands indicateurs chez Sycomore, que sont la contribution sociétale et la contribution environnementale nette. D'ailleurs, un indicateur qu'on a aujourd'hui externalisé et mis à la disposition des investisseurs qui le souhaitent, et qui est un indicateur qui permet justement de mesurer le degré d'alignement des activités d'une entreprise par rapport à la transition énergétique. Donc, de notre côté, historiquement, on a en tête ce problème-là, et c'est pour ça qu'on a développé ces indicateurs. Merci. Maintenant, on va avancer davantage globalement dans l'industrie, en passant par plus de réglementation. C'est souvent le cas, malheureusement, c'est dommage d'en arriver là, mais c'est aussi l'objectif d'éviter un petit peu ce qu'on appelle le greenwashing, c'est-à-dire que des épargnants soient attirés. Oui. Effectivement, oui, donc le sujet revient à la réglementation, mais donc là, en fait, si je comprends bien, il faut regarder vraiment les stratégies mises en place par chaque société de gestion. Vous nous avez expliqué comment vous faites, du coup, et effectivement, il faut bien regarder, du coup, bien se renseigner, chercher de la transparence d'un côté, mais bien se renseigner de l'autre aussi pour regarder ce qui est proposé concrètement. Merci beaucoup, Olivier Cassé. Je rappelle que vous êtes gérant ISR Action Europe chez Sycomore AM. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, où nous allons nous poser la question du choix de ses placements en 2022, ce qui implique de se poser la question du contexte économique, mais également du contexte de l'épargne pour l'année qui débute, et aussi de soulever les questions que vous devez vous poser pour votre épargne, justement. Pour traiter ce sujet large mais essentiel pour tout épargnant perdu entre court terme, long terme, continuation de reprise économique, niveau des marchés financiers ou encore le sujet central de l'inflation, nous avons le plaisir d'être accompagnés par Romain Rivière, directeur adjoint en gestion financière chez Astoria Finance. Bonjour Romain Rivière. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Merci. Et nous avons le plaisir d'être accompagnés également par Philippe Crevel. Bonjour Philippe Crevel. Bonjour. Bienvenue également, vous êtes directeur du Cercle de l'épargne et économiste. Alors on va commencer avec vous Philippe Crevel. Nous sommes en février 2022, l'année 2022 a donc déjà un peu commencé, mais on peut quand même dire qu'on est en début d'année. J'ai nommé certaines actualités donc de 2021, mais qui continuent sur 2022. On aura l'occasion d'y revenir. Première question pour ouvrir ce débat. Quelles questions se poser pour son épargne en 2022, Philippe Crevel? Je dirais que comme chaque année, il faut se poser la question de la rentabilité. Et il faut se poser également la question de l'objectif que l'on a. Et l'un va avec l'autre. C'est que, évidemment, si on a des objectifs de court terme, on n'a pas évidemment les mêmes placements que si on a des objectifs de moyen et de long terme. Et en début d'année, c'est pas mal de faire un peu le panorama, de faire l'état des lieux en se disant, bon, qu'est-ce que je vais faire de mon argent? J'ai épargné beaucoup d'argent ces dernières années avec le Covid. On parle de 150 milliards d'euros mis de côté. Mais justement, c'est peut-être le bon moment, avec la reprise économique, avec un peu de dégagement, de perspective sur donc d'optimisme sur la croissance, de se dire est-ce que je garde tout en court terme, ce qui a été la grande tentation de ces dernières années, bien sûr, ou est-ce que je réaffecte un petit peu sur le long terme, et dans ces cas-là, sur quel produit je vais évidemment réaffecter cette épargne collectée depuis le début de la crise sanitaire. Est-ce que les choses ont changé par rapport au questionnement qu'on pouvait avoir début 2021, où là pour le coup effectivement on sortait tout juste, ou en tout cas on avait l'impression de sortir tout juste de la crise sanitaire. L'année 2021 nous a montré qu'effectivement que les choses étaient un peu plus compliquées. Est-ce que le questionnement début 2022 a radicalement changé par rapport à 2021 ? Premièrement, on est dans un contexte économique qui est différent. La reprise, on l'a eu, on a fait 8% de croissance en 2021,
Deuxièmement, évidemment, il y a l'inflation qui ajoute une petite dose de complexité, qui confirme que certains produits sont moins rentables que d'autres, voire pas rentables du tout. Voilà, le rendement réel, ce qui compte pour un épargnant, c'est le rendement réel, c'est le rendement après inflation. Évidemment que les produits de taux, qui déjà avec des taux d'intérêt très très faibles, n'étaient pas très intéressants, avec l'inflation le sont encore moins. Donc évidemment que ça, c'est la question fondamentale de ce début d'année, c'est de savoir comment je me protège de l'inflation qui devait être purement temporaire. On parlait de quelques mois. Maintenant, les banques centrales disent « Oh, peut-être... Peut-être qu'on va parler en année, finalement. » Voilà, du moins jusqu'à la fin juin 2022. Il n'y a pas de doute. Et après, on va voir. Et on parle évidemment de hausses de taux d'intérêt, mais qui sont évidemment très faibles par rapport à l'inflation. On est à 7% aux États-Unis, on est à 5% en zone euro, on est à 3% en France. Et encore en France, on maquille un peu les chiffres, on ne trafique pas. Mais comme le gouvernement ne répercute pas l'ensemble de l'inflation des prix d'énergie en bloquant les tarifs, il y a un point d'inflation en moins en France du fait des décisions du gouvernement qui favorisent les consommateurs et ceux qui consomment des produits énergétiques. Alors, retour sur les placements. Ensuite, on va regarder un petit peu les choix d'allocation au sein des placements avec vous, Romain Rivière. Tout d'abord, Philippe Crevel, ça fait des années qu'on dit que le fonds en euros, par exemple, c'est un placement qu'il faut alléger finalement dans son épargne. Est-ce que là, avec ce sujet d'inflation donc à la hausse début 2022 et sur l'ensemble de l'année 2021, on est à 1,6% en annuel sur 2021, 2,8% en décembre quand même sur un an, donc on voit quand même la progression. On est à 3% là, donc au mois de février on est à 3%. Voilà, disons-le. Est-ce que du coup la question se pose encore plus de sortir de ces fonds en euros, de ces fonds en euros là en 2022, alors là même que même si tous les professionnels de l'épargne ou de l'investissement disent qu'il faut alléger, ça reste un réflexe vis-à-vis des épargnants français. Ça reste un réflexe. Le gros de l'assurance vie reste en fonds euros, c'est 75%. Sur la collecte, l'année dernière, on a monté à 38% de collecte en unité de compte, mais il reste quand même donc 62% donc en fonds euros. Ouais. Donc ça reste quand même majoritaire, mais c'est vrai qu'il y a une question qui se pose. Est-ce qu'il faut en laisser autant? Est-ce qu'il faut prendre ce qu'on appelle un peu plus de risques? La question se pose aujourd'hui, évidemment, avec un rendement moyen de fonds euros qui tourne autour de 1,1-1,2%, avec une inflation qui est supérieure donc à 2%, voire 3%, c'est évident que le rendement réel est fortement négatif. Donc on rappelle effectivement que vous avez un placement, vous mettez 100, vous gagnez 1,1%, donc 1,1% de 100, ça veut dire que vous gagnez 1,1 euro. Mais en fait, comme les prix ont augmenté de près de 2%, en fait, vous perdez de l'argent, vous perdez du pouvoir d'achat. Voilà, votre capital n'est pas garanti en euros constants. Donc, vous perdez un peu de capital du fait de l'inflation. Quand les personnes qui empruntent pour l'immobilier dans les années 80-90 se souvenaient que c'était une bonne opération, mais pour l'épargnant, c'est l'inverse. C'est une mauvaise opération quand il y a de l'inflation. Donc, évidemment, dans ces cas-là, il faut se poser la question de la réallocation pour être, on va dire, évidemment désensibilisé par rapport à l'inflation. La réallocation, justement, c'est un sujet qu'on va pouvoir traiter avec vous, Romain Rivière. Je parlais en introduction du niveau des marchés financiers, parce qu'on les a beaucoup suivis en 2021. On se souvient de mars 2020, puis ensuite on les a vus repartir, et puis on s'est demandé jusqu'où ils pouvaient aller, et puis ils ont dépassé nos attentes, et encore et encore. Et donc du coup, au début 2022, on peut se poser légitimement la question de savoir si on y va toujours ou si on regarde d'autres placements, puisque là je parle des fonds en euros, je parle des marchés financiers, je parle des placements les plus évidents ou les plus communs. Comment est-ce que vous regardez cette année 2022 qui s'ouvre en termes de placements financiers ou d'investissement? Effectivement, déjà il faut y remettre dans le contexte. On sort d'une année 2020, vous l'avez souligné, particulièrement exceptionnelle sur le plan des performances. 2021 pour le coup. 2021, pardon, oui. Effectivement, sur le terme des performances, on a un CAC 40 qui a augmenté pas loin de 30%. Proche de 30%. Il est évident que l'année 2022 ne sera certainement pas semblable à l'année 2021. Et l'idée, c'est bien entendu de composer avec toutes ces problématiques. On en a cité quelques-unes. L'inflation, on voit qu'il y a des tensions géopolitiques et des échéances électorales qui arrivent. Il va falloir composer avec tout ça. Et bien entendu également
au regard du profil de chaque épargnant. La solution A ne correspond pas à tous les clients, Bien la sûr, solution oui. B également. Et l'idée est bien entendu de repartir à chaque fois d'une analyse du profil et des objectifs d'un épargnant pour lui proposer là où les solutions qui lui correspondent. Et alors, c'est toute la difficulté de la question que je vous pose, c'est que moi, je vous pose une question très générale, alors que vous me répondez qu'il y a plusieurs profils, mais sur les marchés financiers, par exemple, quand on regarde ça début 2022, on se dit, en tant qu'épargnant, c'est trop tard, en fait, il faut que j'aille ailleurs, ou en fait, ça reste intéressant pour moi en tant qu'épargnant? Non, ça reste intéressant. Après, aller sur les marchés en direct, il y a plusieurs manières de le faire, mais aujourd'hui, il y a quelques classes d'actifs, en tout cas, qu'on a envie de mettre en avant. Une bonne allocation en unité de compte classique, en OPCVM, reste une solution, à condition de la diversifier, à condition d'aller chercher un panel de fonds qui soit capable à la fois d'amortir pendant les phases baissières, à la fois de profiter des tendances haussières pour avoir des relais de croissance d'un fonds à un autre dans le temps. Une deuxième solution reste aussi également l'immobilier. Alors juste sur les actions, une question un peu provocatrice, mais l'épargnant qui voit Amazon, Google, Facebook non, mais Amazon ou Google s'envoler ou les valeurs du luxe continuent à s'envoler, il entend cette idée d'aller diversifier sur des valeurs dont il a moins entendu parler, où il se dit tiens mais je ne suis pas sur les premiers vaisseaux, les premiers navires. C'est tout l'intérêt d'avoir un conseiller en gestion de patrimoine, en tout cas, ou un conseiller bancaire. L'idée, c'est de faire de la pédagogie avec nos clients, de sorte à les orienter sur d'autres typologies d'actions. Il n'y a pas que les large cap américaines, heureusement. Oui, c'est ça. Il n'y a pas que les stars des marchés financiers. Exactement. Et on a encore aujourd'hui des réserves de performance sur des petites et moyennes capitalisations, par exemple, sur des marchés émergents qui n'ont pas autant augmenté que les marchés européens et les marchés américains l'année dernière. Donc, il y a encore des opportunités à aller chercher sur les marchés financiers en direct. Oui, je compléterai en disant que, justement, quand les marchés augmentent de 30%, ou comme on a connu sur le Nasdaq des progressions extrêmement importantes, il faut regarder ailleurs. Aujourd'hui, en 2022, la différence par rapport à 2021, c'est qu'il faut être beaucoup plus sélectif, et ça rend évidemment extrêmement légitime donc, le recours à un conseiller, parce que justement, le marché ne va pas être aussi haussier de manière générale, et qu'il va falloir donc sélectionner les bonnes valeurs, et c'est là où il faut regarder non pas forcément les stars, mais peut-être ceux qui ont des potentiels. Voilà, tout à fait. Il faut toujours, et un bon épargnant doit toujours veiller à ne pas aller comme les moutons, là où c'est facile. Après, si je peux ajouter, effectivement, on parle depuis tout à l'heure des classes d'actifs classiques, actions, obligations. Complètement, on a commencé par celle-là. Voilà, l'idée est également aussi d'orienter son épargne sur des classes d'actifs un peu moins typiques, sans être non plus atypiques, mais un peu moins classiques, tout du moins, à travers l'immobilier. L'immobilier reste quelque chose d'intéressant. Alors là, on est sur du classique. Alors qu'est-ce qui fait qu'il est moins classique? C'est parce qu'on est en unité de compte immobilière parce que les unités de compte, l'immobilier peut être détenu soit effectivement en direct, soit à travers ce qu'on appelle de la pierre papier, donc les SCI, SCPI, OPCI. Et aujourd'hui, on a des véhicules d'investissement qui sont sur des classes d'actifs immobilières qui sont très bien diversifiées. On va retrouver de l'immobilier résidentiel, des résidentiels spécialisés, de l'immobilier de bureau, de la logistique. On voit qu'il y a de plus en plus de e-commerce, donc il faut bien entendu entreposer toutes ces marchandises. C'est le rôle de l'immobilier de logistique. Et il y a des fonds qui aujourd'hui investissent dans cette typologie d'actifs immobiliers. Et ça, c'est des choses qu'il faut regarder début 2022 en lien avec l'évolution, pour le coup, de l'économie. Je pense au télétravail, je pense au e-commerce ou autre. Donc là, vous nous dites effectivement, allez regarder ça d'un peu plus près. C'était déjà prépondérant sur les 2-3 dernières années. Ça l'est encore plus, effectivement, avec toutes ces problématiques qu'on a aujourd'hui. Alors, comme l'heure tourne, je passe sur l'immobilier et je rebondis sur ce que nous disait Philippe Crevel sur l'épargne de long terme. Il y a d'autres façons d'investir, toujours via un contrat d'assurance vie ou autre, notamment d'aller investir directement dans des entreprises via du private equity. On en entend parler, c'est possible. On peut, d'ailleurs, on va rester là-dessus pour le moment. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est entendu par les investisseurs, par les épargnants qui souhaitent placer leur argent? Je dirais que c'est de plus en plus entendu et même de plus en plus demandé par l'épargnant. D'accord. C'était des solutions qui étaient surtout réservées à des très gros investisseurs. Les tickets d'entrée sont encore sur certains fonds assez conséquents. On a de plus en plus d'acteurs, je dirais, sur les 2-3 dernières années, qui tendent à vouloir démocratiser cette solution-là. Et aujourd'hui, on a pas mal d'acteurs qui proposent du private equity, alors en détention directe sur des tickets bien moindres, mais également au sein même de contrats d'assurance vie. Philippe Crevel, sur ce sujet du private equity, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui a été
déjà d'actualité en 2021. On en parlait pour la relance ou effectivement aller investir dans les entreprises françaises, dans les entreprises de proximité. Début 2022, c'est toujours un sujet d'investissement? C'est un sujet majeur. Ça fait la différence entre les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Europe continentale. Les épargnants, on va dire, de l'Europe continentale, et France compris, ont longtemps en fait été exclus, sauf la niche, on va dire, des épargnants les plus aisés, étaient exclus de l'accès à la private equity. Alors qu'aux États-Unis, c'est quelque chose qui est relativement classique, la possibilité de prendre des tickets sur justement des startups, et ça fait la fortune de quelques-uns. Et donc, le fait aujourd'hui que les professionnels du marché élargissent donc les conditions d'accès, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les épargnants, avec évidemment la prise en compte qu'il y a du risque, et donc de pouvoir mutualiser le risque à travers des fonds qui gèrent de manière extrêmement fine justement les prises de participation. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle pour les épargnants parce que ces dernières années, ces fonds de private equity ont quand même donné du rendement largement supérieur aux fonds euros dont on a parlé et également supérieur à pas mal de fonds actions classiques sur le marché. Avec toujours un sujet liquidité. Donc on en revient à sa stratégie, c'est qu'effectivement on a plus de rendement, mais ces placements sont beaucoup moins liquides que... Ces placements, il faut faire évidemment attention à la liquidité, qui n'est pas la même que le fonds euro, évidemment, ou qu'une unité de compte en actions cotée. Et puis également faire attention là aux frais. Et c'est là où il faut bien négocier avec donc ses conseillers, de telle façon évidemment à ce que les frais ne mangent pas trop de bénéfices. Romain Rivière, on a un temps assez court du coup pour parler d'énormément de stratégies d'investissement. Ouais. On a parlé donc des fonds euros, on a parlé de l'immobilier, on a parlé d'actions, on a parlé de private equity. Est-ce que là on a fait un état des lieux assez exhaustif de ce qu'il faut regarder en 2022 ou... Il y a une dernière typologie de produits qu'on aime bien en tout cas et sur lesquels on a des convictions, c'est les produits structurés ou ce qu'on appelle les produits à coupons, qui sont en tout cas de notre point de vue une très belle opportunité de mettre un pas en tout cas sur les marchés financiers sans en prendre notamment tous les risques. L'idée d'un produit structuré, c'est un produit dont la valeur est tout ce qui va être... tous les mécanismes de la vie du produit vont être conditionnés à l'évolution d'un indice sous-jacent sans pour autant répliquer absolument la performance de cet indice sous-jacent. On retrouve dans des produits structurés des mécanismes hyper intéressants pour l'épargnant final avec des rappels à la baisse, avec un produit qui peut être remboursé même en cas de chute de l'indice jusqu'à un certain niveau. On trouve également dans ces produits structurés des mécanismes de protection du capital à l'échéance, des mécanismes de protection du coupon à l'échéance, c'est des produits qui délivrent des coupons ou qui peuvent les provisionner. Et ce sont des produits alors qui sont certes catégorisés comme des produits complexes, mais qui, bien construits, en tout cas, et les banques font preuve d'ingéniosité là-dessus, qui bien construits peuvent correspondre à pas seulement les profils les plus dynamiques, mais même les plus prudents. Alors, on pourra rentrer dans le détail des produits structurés dans une autre émission, mais effectivement, on a compris le mécanisme. Dernière question rapidement pour vous, Philippe Crevel. Est-ce que cette année d'élection présidentielle en France va changer quelque chose pour les épargnants ? Je dirais que pour les épargnants, l'année 2022 risque d'être relativement calme sur le point de vue, on va dire, législatif. Parce que bon, l'élection, c'est au mois d'avril. Après, il y a les législatives au mois de juin. Donc, s'il y a des mauvaises nouvelles, c'est plutôt fin d'année. Donc, on va se dire qu'en 2022, ça va. D'accord. Pour le moment, il faut quand même se féliciter qu'il n'y ait pas eu beaucoup de modifications législatives ces 5 dernières années, depuis l'introduction du prélèvement forfaitaire unique, donc en 2018. Donc on a eu plutôt une grande stabilité au niveau fiscal. Il faut souhaiter évidemment que cette stabilité fiscale perdure dans les prochaines années et qu'on n'aille pas évidemment sur un alourdissement ou sur trop d'instabilité. Donc je dirais qu'aujourd'hui, il y a un environnement fiscal qui est plutôt favorable à l'épargne en France. On était beaucoup plus haut il y a quelques années. On est revenu dans la moyenne. Il y a encore des mesures, évidemment, qui permettraient de favoriser des placements longs. Il faudrait peut-être avoir une meilleure hiérarchie des aides fiscales entre les placements courts et les placements longs, avec, évidemment, l'idée de la réorientation. Mais je dirais qu'on a un environnement fiscal qui, aujourd'hui, est plutôt performant. Merci beaucoup Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'épargne et économiste. Merci également Romain Rivière, directeur adjoint en gestion financière chez Astoria Finance. Merci à tous les deux de nous avoir aidés à décrypter un petit peu les différentes façons de placer son argent ou son épargne début 2022. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain à 13h sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.